on est arrivé, le dernier chapitre qu'on a traité, c'était la pile. Et on a dit que la pile, c'est un dispositif où la réaction se fait d'une façon spontanée. Pour le prochain chapitre, ça veut dire ce chapitre-là, on va traiter ce qu'on appelle la transformation forcée. Et comme application de cette transformation forcée, c'est l'électrolyse. Bon, on va commencer par une réaction spontanée entre le cuivre et le dibrome. Le cuivre, c'est un oxydant du couple Cu plus Cu et le brome, ou bien le dibrome, c'est un oxydant du couple Br2, Br-. La réaction, si je veux écrire les demi-équations, je peux l'écrire sous cette forme, Cu de plus et Br2 plus 2 électrons, ça donne 2 Br-. Donc la réaction qui aura lieu, ça sera Cu de plus Br2, ça donne Cu plus 2, non, pardon, pardonnez-moi, Cu de plus 10 électrons, donc Cu plus, Cu plus, pardon, 2 Br-. Donc, Br2, c'est l'oxydant, le Cu, c'est le réducteur, Cu de plus, c'est l'oxydant du premier couple, et Br2, c'est le réducteur du premier couple, et Br2, c'est l'oxydant de Br-. D'accord? Cette réaction, c'est une réaction spontanée. Ça veut dire que je peux l'avoir dans une pile. Si je prends le QRI, le quotient de la réaction, ça sera quoi? Ça sera Cu de plus fois Br-, ça vous le connaissez, sur Br2. Pourquoi? Parce que Br2 il est aqueux, Cu de plus aqueux, Br- aqueux. Le Ci c'est un solide, bien sûr, on ne doit pas le mentionner. Donc vous savez, donc le QRI ça veut dire quoi? À l'état initial. Puisque on est parti de ces deux-là, donc Cu de plus et Br-, normalement, ne doit pas exister, ça veut dire que QRI est égal à 0. Et on donne K, la constante d'équilibre de cette réaction, qui est égale à 1,2 10 puissance 25, je pense, 25, c'est ça. Donc 25. Ça se voit que QRI est inférieur à K. Donc, d'après le critère d'évolution du système, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que le système va évoluer d'une façon spontanée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Cu peut réagir d'une façon spontanée avec Cu de plus et Br-. Si j'inverse la réaction, ça veut dire quoi? Je vais partir cette fois-ci de Br- et de Cu de plus. Est-ce que ça va donner Br2, on a 2 Br-, est-ce que ça va donner Br2 plus Cu? Donc, si je calcule cette fois-ci que RI de cette réaction, et non pas de celle-là, de cette réaction, ça va être cette fois-ci Br2 sur Br- au carré fois Cu de plus, qui est égal à quoi? Qui est égal à 0. Pourquoi? Parce que les deux produits, au départ, à l'état initial, n'existent pas, bien sûr. K de cette réaction, que je vais appeler K', à quoi est égal? Bien sûr, ça sera l'inverse de celle-là. 1 sur K'. Ça veut dire quoi? Ça veut dire est égal à
1 sur 1,2, 10 puissance moins 25. C'est l'inverse de tout ça. C'est à peu près égal à 0. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Que RI est égal à K', est égal à la constante d'équilibre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le système est en équilibre, donc il ne va pas évoluer. Le résultat, c'est quoi? C'est que pour qu'il y ait cette réaction, ça veut dire pour forcer cette réaction, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit apporter de l'extérieur de l'énergie qui va permettre à BR- et à CE2+, va leur permettre de réagir. Donc, je vais ajouter un autre agent de l'extérieur et on va avoir ce qu'on appelle les réactions forcées. D'accord? Donc, voilà, transformation, la réaction forcée. Petit 2, réaction forcée. Donc, c'est ça, ce qu'on a dit sur la réaction forcée. Il faut avoir un agent de l'extérieur qui apporte de l'énergie à notre système qui est dépourvu de l'énergie nécessaire pour qu'il y ait cette réaction. Donc, quel est ce système qui va nous apporter de l'énergie? Ce n'est que le générateur. Donc, le générateur va nous donner de l'énergie extérieure par rapport à notre système. Et l'expérience consiste à quoi faire? Comment on réalise? Ou bien on oblige ces deux réactifs à réagir en présence de générateurs. C'est que j'utilise un générateur. Donc, il a une force électromotrice E. Puis, j'utilise un tube en U où j'ai mis les deux solutions. Une solution de BR- qui contient BR-, ça peut être K plus BR-, plus une solution qui contient les ions Ce2+, ça sera Ce2+, plus SO4 de moins. Voilà, je vais mettre les électrodes, une électrode dans le tube A ici, et je peux utiliser un ampèremètre pour voir s'il y a réaction ou pas, et je vais attendre. Bon, pour cette expérience, vous allez la voir, on va le faire, mais après le cours. D'accord? On va faire cette expérience, mais après le cours. Et au lieu d'utiliser, ça sera la même chose, au lieu d'utiliser BR- et Ce2+, je vais utiliser, parce que j'ai ce matériel, je vais utiliser l'étain, le chlorure d'étain, SN2+. Au lieu de Ce2+, je vais utiliser SN2+. Et au lieu de BR-, je vais utiliser Cn-. C'est le même principe. La réaction que j'attends, ça doit être Sn2+, plus 2Cl-, ça va donner Sn plus Cl2. C'est la même réaction. Sauf que les produits, on a ces produits dans notre laboratoire et on n'a pas ce produit-là. Donc, ça sera la même chose, ça sera la même réaction. Bon, donc, qu'est-ce qu'on a dit? Normalement, expérimentalement, on va la voir. Le générateur donne de l'énergie à C2, à BR- et à Cu2+. Et la réaction qui va se faire, c'est... Donc, ça sera Cu2+, plus 2 électrons qui vont donner Cu, et quoi encore, BR- qui va se transformer en BR2 plus 2 électrons. Bien sûr, je dois multiplier par 2. C'est ça la réaction qui doit avoir lieu. D'accord? Bon, la réaction totale, ça sera Ce2+, plus 2 BR- pour donner
Cu plus Br2. Donc voilà. OK. Donc, la réaction qu'on a vue dans le système spontané, c'était celle-là. Br2 plus Br2 plus Cu, ça donne 2Br- plus Cu de plus. Ça, c'est la réaction spontanée. Et celle-là, c'est la réaction forcée. Forcée par qui? Forcée par le générateur. Donc, vous aurez votre cours et vous pouvez suivre le cours et le cours que vous avez comme trace sur les polycopes qu'on vous a donnés. Bon, on va passer, petit 3, à la définition de l'électrolyse. Donc, c'est quoi l'électrolyse? Ce n'est que la réaction forcée par un générateur. C'est une réaction électrochimique, ça veut dire c'est une réaction d'oxydoréduction, mais qui ne peut pas avoir lieu spontanément, et on réalise cette réaction grâce à l'apport énergétique donné par le générateur. Donc, il doit y avoir un agent de l'extérieur. Ce n'est pas la réaction qui correspond à de réactions forcées, ne sont pas toujours forcées par un générateur. Ça peut être forcé par un autre agent énergétique. Ça peut être la lumière, pourquoi pas. Donc, vous avez la définition. L'électrolyse est une transformation forcée, due à la circulation du courant imposé par le générateur. Le système évolue en sens inverse de celui de la transformation spontanée. L'électrode où se produit l'oxydation, regardez bien, l'électrode où se produit l'oxydation restera le même. C'est l'anode, toujours. L'électrode où se fait la réduction, c'est toujours la cathode. Mais cette fois-ci, regardons, focalisons-nous sur le signe des électrodes. Est-ce que l'anode sera toujours l'électrode négative et la cathode, est-ce qu'elle sera toujours l'électrode positive? Bon, donc j'ai un générateur, voilà la force électromotrice, ça veut dire le plus là et le moins là. Je sais bien que le courant circule dans le sens positif, dans le sens imposé par le générateur, du positif vers le négatif à l'extérieur du générateur, de moins vers plus à l'intérieur du générateur. Donc, le courant circule et les électrons doivent circuler dans le sens inverse. Donc, si le courant circule dans ce sens, alors les électrons circulent dans ce sens. Si les électrons circulent dans ce sens, quelle est l'espèce chimique qui a gagné les électrons? C'est le Cu2+. D'accord? Donc, le Cu2+ doit gagner les électrons qui ont circulé dans les le circuit. Donc, on aura des électrons qui vont être gagnés par le Cu2+. D'accord? Si le Cu2+ gagne des électrons, ça veut dire qu'il se réduit. Ça veut dire que c'est un oxydant. Donc, cette électrode, où il y a la réaction de réduction de Cu2+, c'est une cathode. Pourquoi? Parce qu'à la cathode se fait la réduction. Donc, la cathode. Et la cathode, je vois ici qu'il est lié à la borne moins. Donc, la cathode, cette fois-ci, c'est la borne moins. Par contre, si les électrons circulent dans ce sens, ça veut dire que
cet électrode a perdu de ses électrons. Donc, si les électrons quittent cette électrode, ça veut dire que cette électrode a gagné des électrons quelque part. Elle les a gagnés à partir de Br-. Et lorsqu'une espèce chimique perd des électrons, on dit qu'il s'oxyde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Br-, c'est le réducteur et il a subi une oxydation. Donc, où est l'anode? Là, voilà. L'anode, c'est l'électrode où se fait l'oxydation. Donc, voilà, j'ai l'anode. Et l'anode, je vois bien qu'il est lié à la borne plus du générateur. Donc, voilà. Au niveau de l'électrolyse, c'est-à-dire lorsqu'il y a réaction forcée, la cathode, cette fois-ci, aux environs de la cathode, il y a toujours la réduction. Mais cette fois-ci, l'électrode qui constitue la cathode sera portée à un potentiel négatif. Et l'autre électrode que jouera l'anode, ça veut dire où il y a l'oxydation, sera portée au potentiel positif. Donc voilà ce que nous devons retenir. C'est l'inverse, si vous voulez, c'est l'inverse, c'est normal, puisque la réaction s'inverse, les électrodes doivent s'inverser. C'est normal. Donc allez-y, l'électrode où se produit l'oxydation est appelée anode, où entre le courant. L'électrode où se produit la réduction est appelée cathode. Le courant en sort, l'oxydation est anodique et la réduction est cathodique. Pour un électrolyseur et une pile, c'est ça ce qu'on a dit. L'oxydation se fait toujours au niveau de l'anode, la réduction, elle aussi, se fait toujours au niveau de la cathode. Donc, ça ne change pas. Par contre, les pôles plus et moins sont déterminés grâce au sens des électrons ou bien du courant. Et, attention, elles s'inversent pour un électrolyseur et une pile. Ça veut dire l'électrolyseur, si c'est un électrode où se fait l'oxydation, c'était le plus, dans la pile, ça sera le moins. Et l'inverse et vice versa, si vous voulez, pour la réduction. Voilà ce qui nous importe, ce qui est nécessaire à connaître pour l'électrolyse. Les réactions sont des réactions d'oxydoréduction. Ça veut dire que ce sont les mêmes réactions. On est amené à savoir écrire les demi-équations et à partir des demi-équations, je peux écrire l'équation totale. Donc j'aurai les mêmes réactions du point de vue technique. Ça veut dire que comment écrire une réaction chimique, ce sera la même. Sauf que pour l'électrolyse, c'est une réaction forcée, ça veut dire qu'il y a un agent de l'extérieur. Et on va passer à grand 2. Grand 2, ça concerne certains exemples. Donc, grand 2, exemple d'électrolyse. Voilà, exemple d'électrolyse. Électrolyse. Électrolyse d'une solution de chlorure de sodium. Voilà, on va faire on va prendre le même dispositif expérimental, sauf que au lieu d'utiliser les réactifs cités précédemment, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser une solution de sel. On va utiliser une solution de sel. Donc la solution de sel, ça veut dire le chlorure de sodium, c'est Na+, plus Cl-. Lorsque je dis sel, c'est-à-dire le sel de table. Ce n'est pas le sel chimiquement connu. Le sel chimique, c'est un terme plus générique. Ça rassemble plusieurs espèces chimiques. Oui.
plusieurs espèces chimiques. Alors, le sel, normalement, elle résulte de la réaction d'un acide ou bien de l'action d'un acide sur une base. Bon, donc le sel Na++ Cl-. Normalement, cette réaction, vous allez la voir dans une vidéo séparée. D'accord? Donc ne vous en faites pas, on va voir l'expérience. Donc, que va-t-il se passer au niveau de cette électrolyse? Normalement, on doit, avant de faire, ou bien de prévoir ce qui se passe, nous devons citer les espèces chimiques contenues par la solution. Donc, vous allez le voir qu'il y a le Na+, aqueux, le Cl- aqueux et bien sûr l'eau. Voilà. Le Na+, c'est l'oxydant du couple Na, plus Na. Et Cl-, c'est un réducteur du couple Cl2, Cl-. L'eau, ça peut être l'oxydant du couple H2O, H2, et le réducteur du couple O2, H2O. Donc voilà, on a 4 couples qui sont en concurrence. Ces 4 couples sont en concurrence dans cette solution. Ça veut dire qui va réagir avec qui. Donc, à première vue, pour décider qui va réagir avec qui, je dois revenir à la solution. Qu'est-ce qu'il contient, la solution? Il contient cet oxydant, ce réducteur, et cet oxydant l'eau, c'est un oxydant et c'est un réducteur à la fois. Donc, au niveau de l'anode, où il va y avoir une oxydation, pardon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a concurrence entre 2 réducteurs. Lesquels? Ça sera Cl- et comme réducteur et H2O comme réducteur. L'expérience, qu'est-ce qu'il montre? On va voir l'expérience. L'expérience montre que au niveau de l'anode, il y a dégagement d'un gaz connu avec son odeur et qui va décolorer ce qu'on appelle, pardonnez-moi, je vais la reprendre, une solution bleue. Je vais la reprendre. Donc, le gaz qui est connu, ça sera, avec son odeur, ça sera le Cl2. Donc, c'est quoi comme gaz? C'est le dichlore. Donc, directement, on n'a pas à faire réagir le H2O. Donc, la réaction d'oxydation qui va avoir lieu, c'est le Cl- qui va donner Cl2 plus 2 électrons. C'est une oxydation. Donc, au niveau de l'anode, qu'est-ce qu'on va avoir? Une oxydation. Donc, ici, c'est le Cl2. D'accord? Au niveau de la cathode, il va y avoir réduction. S'il y a réduction, ça veut dire qu'il y a concurrence entre 2 oxydants, lesquels Na+ et H2O. L'expérience, qu'est-ce qu'il montre? Il montre qu'il y a une formation des gaz, d'un autre gaz. Or, si Na+ A réagit, il va donner le Na.
Et le Na, c'est un solide. En plus, le Na, lorsqu'il est présenté dans l'eau, il devient dangereux. Normalement, il doit y avoir une explosion, une petite explosion, ça dépend, on a une grande explosion, ça dépend de la quantité de sodium. Donc le sodium n'a pas réagi. Donc qui va réagir, c'est le H2O. Et qui va donner quoi? Qui va donner H2. Donc c'est une oxydation. Donc ça me manque ici l'oxygène, donc je vais avoir H au moins. Et combien j'ai ici de H au moins pour avoir, oui, ici 2 H2O pour avoir 4 hydrogènes, 2 oxygènes et ici 4 électrons, pardon, 2 électrons. Donc la réaction, il est équilibrée. Et qu'est-ce que je peux dire? La réaction qui aura lieu, ça sera 2Cl- plus 2H2O, ça donne H2 plus Cl2 plus 2 H au moins. C'est ça? Donc voilà, tout est équilibré du point de vue charge, du point de vue. Et ce qui nous intéresse, ce n'est plus la réaction, totale, mais les réactions qui se font au voisinage de chaque électrode. Donc voilà la première et voilà la deuxième. Donc ça, c'est l'électrolyse de l'eau salée. Et on va voir comment on mettre en évidence le H au moins. Je peux mettre en évidence le H au moins au niveau de la cathode où il y a réduction en ajoutant un indicateur coloré qui est le phénylphtaline. Le phénylphtaline, lorsqu'on est à un pH supérieur à celui de la zone de virage, la limite de la zone de virage, ça veut dire, je pense, 10, on va avoir la teinte rose de H au moins. On va la voir lorsqu'on fait l'expérience. Donc voilà, tout ça, vous l'avez fait, dans votre cours. Bon, donc on va voir maintenant un autre exemple. Électrolyse, cette fois-ci, l'électrolyse d'une solution d'acide sulfurique. Électrolyse de la solution d'acide sulfurique. Bon, l'acide sulfurique, comme solution, il est représenté par la formule, soit je peux l'écrire sous cette forme, 2H plus SO4 de moins, soit je peux l'utiliser 2H3O plus SO4 de moins à que. Voilà. Donc, voilà la formule de. La même chose, on fait le même travail, le même dispositif expérimental. Vous avez des électrodes, vous avez le tube en U, où vous avez inséré les deux électrodes et la solution 2H plus SO4 de moins à que. Voilà. Donc le générateur, il impose un sens du courant. Donc c'est plus, moins. Ça, c'est l'anode qui est positive. Et la borne négative, c'est la cathode. Ça, on le sait. Quoi encore? La même chose
Donc, il doit y avoir, c'est une réaction d'électrolyse, c'est une réaction électrochimique. Ça veut dire qu'il va y avoir une oxydation et une réduction. Mais qui s'oxyde et qui se réduit? Avant d'écrire les équations d'oxydoréduction, il est préférable de connaître les couples contenus par cette solution. Le même travail. J'ai le H+, c'est un oxydant, je le connais, du couple H2, et le SO4-, c'est un réducteur du couple S2O8-. Quoi encore? J'ai l'eau. L'eau est un oxydant pour le H2 et c'est un réducteur pour le O2. H2O. D'accord? Donc voilà, les couples, on dit qu'ils sont susceptibles d'intervenir dans cette réaction. Ce sont les oxydants et les réducteurs qui sont en concurrence. Donc, à partir de ces couples, je dois trouver la réaction qui doit avoir lieu. Bien sûr, parfois, on doit être aidé par la réaction. Mais s'il s'agit d'un exercice, lorsqu'il me donne, ou bien lorsqu'il me décrit la réaction, le déroulement de la réaction, ils vont me donner soit les produits, soit les réactifs. Ça veut dire que je peux, à partir des données, dire quel réactif avait réagi. Mais nous devons, maintenant, nous focaliser sur les 4 couples. Parmi les 4 couples, il y a les oxydants qui sont H+, S2O8-, H2O et O2. Donc tout d'abord, je dois éliminer S2O- et O2. Pourquoi? Parce qu'ils ne se présentent pas dans les produits, dans les réactifs. Les réactifs de H+, SO4-. Donc ces deux-là n'existent pas pour qu'ils puissent réagir comme oxydants. Il doit y avoir une concurrence entre H+ et H2O. Et puisque j'ai mis une solution acide, ça veut dire que H+, ça existe en solution, et il est en proportion assez élevée, et la réaction montre qu'il y a formation d'un gaz léois H2. Et regardez bien, là, lorsque je prends ces deux-là, c'est l'oxydant dial H2 et l'eau, c'est l'oxydant dial H2. Donc, ils ont le même réducteur. Mais puisque c'est un milieu acide, donc la réaction qui a lieu, c'est le H+, plus 2 électrons, c'est H2. Voilà la première. Pour ça, c'est la réduction. C'est au niveau de quoi? Au niveau de la cathode. Donc, pardonnez-moi, la cathode, pardonnez-moi, voilà. Donc, c'est H2. Quoi encore? Au niveau de l'anode, il y a compétition entre quoi? Entre les réducteurs. C'est eux qui vont s'oxyder. Donc, quels sont les réducteurs? Il y a le H2, le SO4-, le H2 et le H2O. Quoi? Voilà les 4 réducteurs. Ça se voit que je dois éliminer ces deux-là. Bien sûr, c'est le même, le H2. Pourquoi? Parce que parmi les produits, toujours je fais la même erreur, parmi les réactifs, il n'y a pas de H2. Il n'y a pas de H2, donc je dois éliminer le H2. Donc seuls les réactifs susceptibles de réagir, c'est SO4- et H2O. Et qu'est-ce qu'on constate? Le SO4-, s'il réagit, il va donner S2O8-. Ça veut dire que c'est un liquide. Or, qu'est-ce qu'on constate expérimentalement? L'expérience confirme l'existence d'un gaz. Ça veut dire que c'est le O2.
on peut le montrer, c'est le O2. Donc la réaction qui va avoir lieu dans une telle oxydation, c'est l'eau qui s'oxyde. Pour donner quoi? Pour donner le O2 plus 4H plus 4 électrons et ici 2. Donc voilà la réaction de la réaction qui a lieu au niveau de l'oxydation, pardon, au niveau de l'anode. Donc c'est une oxydation et ça c'est l'anode. Donc là, l'électrolyse de l'acide sulfurique se réduit à la réaction entre H+, il va subir une réduction donc, au niveau de la cathode, et il va produire le H2. Et au niveau de l'anode, il va y avoir, ce n'est pas la réaction de SO4-, on dit qu'il est assez faible par rapport à l'eau. L'eau, il peut réagir plus facilement que SO4-. Donc, l'eau qui va s'oxyder pour donner le O2. La réaction est réduite. Mais regardons bien au niveau de la réaction totale. Donc ici, voilà la réduction. Il met en échange 2 électrons. Et ici, on a 4 électrons qui sont échangés. Donc je multiplie ici par 2. Et je vais avoir comme réaction bilan. Donc la réaction bilan, c'est quoi? Je multiplie ici par 4, par 2, je vais avoir 4H+, plus 2H2O, peut donner quoi? 2H2, plus O2, plus 4H+. Et qu'est-ce que je constate? Qu'il y a les 4H+ de part et d'autres de la réaction. Donc je peux les éliminer. Et qu'est-ce que je vais avoir? 2H2O, ça donne 2H2 plus O2. Donc qu'est-ce que je constate? Que l'électrolyse de l'acide sulfurique, ce n'est que l'électrolyse de l'eau. Donc on peut dire que l'acide sulfurique a catalysé la réaction d'électrolyse de l'eau. L'eau, c'est difficile de faire son électrolyse, mais en présence de H+, et de SO4-, c'est-à-dire l'acide sulfurique, on arrive à le catalyser, ça veut dire à réaliser la transformation. Donc voilà pour ce que je peux dire sur la réaction, les réactions d'électrolyse des différentes. On va voir dans les exercices qu'il y a la réaction, l'électrolyse de la soude, et ça donne le même résultat. L'électrolyse de l'acide sulfurique est identique à l'électrolyse de la soude. Ça donne le même résultat. C'est quoi? 2H2O, ça donne 2H2 plus O2. C'est la réaction d'électrolyse de l'eau. Donc, je vais m'arrêter ici et on va continuer pour l'étude quantitative. Merci. Donc, on va essayer de réaliser l'expérience du chlorure d'étain. La première expérience dont on a parlé dans le cours. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a? On a une solution de chlorure d'étain. Voilà le chlorure d'étain. C'est un solide. Voilà, c'est un solide. Donc, on l'a ajouté dans l'eau pour préparer sa solution. Donc, la solution auquel j'ai ajouté un peu d'acide pour la rendre plus limpide. Donc, je prends un peu d'acide.
Voilà. Et je vais verser là. Et je vois que la solution devient plus limpide. D'accord? Donc voilà, je l'ai mis dans le tube en U. Donc celui-là, le rouge, il est lié à l'anode, au bord positif du générateur. Et le noir, la cathode liée à la borne négative. Donc j'ai l'anode et la cathode. Donc qu'est-ce que je constate? Qu'il y a formation d'un gaz qui se dégage au niveau voilà, c'est là, de l'anode. Ça veut dire qu'il y a un gaz qui s'oxyde, un corps qui s'oxyde et qui va donner un gaz. Donc il y a formation des bulles gazeuses. Là, voilà, il se forme en petite quantité. D'accord? Il y a une quantité de gaz qui se forme ici, des bulles gazeuses qui montent. D'accord? Donc voilà, j'utilise la solution que j'ai oublié le nom, c'est l'indigo. Donc j'ai l'indigo qui a une teinte, vous la connaissez, la teinte indigo qui est bleue, qui est très foncée, proche du violet. Donc regardez bien, lorsque je l'ajoute aux environs de cette électrode, où il y a le gaz qui se forme. Qu'est-ce que je constate? Que cette teinte disparaît. À chaque fois que j'ajoute l'indigo, la teinte indigo disparaît dans la solution. Ça veut dire quoi? Lorsque vous êtes devant une telle situation, lorsque vous ajoutez de l'indigo et vous voyez que le gaz, vous voyez que la teinte de l'indigo disparaît, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gaz qui monte, c'est le dichlore, Cl2. Par contre, dans l'autre électrode, regardez bien ce que c'est déposé. Il y a une couche grise. C'est quoi? C'est l'étain. Donc, que s'est-il passé? Le Cl- qui était dans la solution de chlorure d'étain s'est transformé en Cl2 et Sn de plus, l'ion étain, s'est transformé en métal étain, Sn, qui a une teinte grise. Donc voilà ce que je peux dire sur cette expérience. Merci. Donc on va faire maintenant l'électrolyse de la solution du sel, Na+ et Cl-. On a dit que Na+ ne réagit pas, c'est un ion spectateur, seul Cl- qui va s'oxyder, c'est-à-dire au niveau de l'anode, et le H2O qui va subir la réduction pour se transformer en H2, et parmi les produits, on a OH-. Donc, voilà, pour mettre en évidence le OH-, voilà le dispositif. Pour mettre en évidence le OH-, je vais verser un peu plus de phénylphtaléine. Elle contient déjà le phénylphtaléine. Donc je vais verser un peu plus de phénylphtaléine. Donc, qu'est-ce que vous constatez? Que la solution devient rose. Donc, bel et bien, il y a formation de H au moins. Pourquoi? Parce que en milieu basique, très basique, le phénol prend la teinte rose ou bien rouge, rose violacé. Donc voilà, on a mis le H au moins. En plus, de l'autre côté, il y a formation d'un gaz. La même chose, lorsque je lui ajoute l'indigo, la teinte doit disparaître avec le temps. Donc c'est quoi? Ça sera le Cl2. Donc voilà ce que je peux dire sur cette réaction.
Voilà, maintenant on va faire la réaction de l'électrolyse de l'acide sulfurique, de la solution d'acide sulfurique. Donc je prends de l'acide sulfurique, je le verse dans l'eau pour préparer sa solution, une petite goutte. Voilà. Et on va avoir une solution d'acide sulfurique que je verse dans le tube en U, puis je mets les deux électrodes. Donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a formation de deux gaz. Mais en plus, quoi? Regardez bien, le gaz qui se forme au niveau de la cathode, c'est-à-dire là où il y a la réduction, c'est-à-dire là où le noir, je vois que la quantité de gaz qui s'échappe est plus grande que la quantité de gaz qui s'échappe à l'anode. C'est normal parce que la réaction qu'on avait décrite a pour équation 2H2O, ça donne 2H2 plus O2. Donc 2 fois du volume de H2 que de O2. Donc H2 se forme dans l'électrode négative, c'est-à-dire la cathode, et l'anode, il y a formation dans l'anode, aux environs de l'anode, il y a formation de O2. C'est pourquoi je vois que la quantité de gaz qui s'échappe au niveau de la cathode est supérieure à la quantité de gaz qui se forme au niveau de l'anode. Ça, c'est de l'oxygène et l'autre, c'est de l'hydrogène. Donc voilà ce que je peux dire et merci.